Yaorana et bienvenue dans Manava. Au sein de l'école, s'il y a bien un lieu dont nous nous souvenons tous, c'est la cantine. Alors comment fonctionne-t-elle? Comment est-elle gérée? Et comment s'est-elle adaptée? Nos invités nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Benoît Lubec, qui est gestionnaire du lycée professionnel de Maïna. Yorana. Rino Cavallo, qui est gestionnaire du service restauration scolaire de la commune de Tevayuta. Yorana. Erenui Teirie... Je vais refaire. Erenui Terei Roi Terei, qui est directrice du département de la restauration municipale du CPCPF, donc le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. C'était pas facile. Renoui. Et Marc Fabresse, qui est ingénieur responsable de la cellule accompagnement et développement à la CAPL, la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire. Yorana. Bienvenue à vous quatre. Désolé d'avoir écorché ton nom, Renoui. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Rino, première question pour toi. Comment fonctionne une cantine scolaire? Alors, une cantine scolaire, c'est toute une organisation au niveau logistique, humain, d'approvisionnement. Donc, ce sont beaucoup de facteurs à mettre en place, en corrélation, pour pouvoir proposer à la population et aux enfants du premier degré des repas modérés avec une qualité nutritive maximum et autour d'une sécurité alimentaire aussi. Alors, deuxième degré, géré différemment aussi. Alors, je suppose que le second degré doit être la même chose, mais je laisserai Benoît. Alors, le second degré, donc les cantines scolaires sont autonomes. C'est-à-dire que l'ensemble des recettes finance l'ensemble des dépenses. Donc, les recettes, c'est les usagers ainsi que la CPS. Et ça finance les dépenses qui sont faites l'achat de denrées alimentaires ainsi que la maintenance de la cuisine. Les salaires étant payés par l'État. Oui, est-ce que vous travaillez et un sur le premier degré et un sur le second degré? Voilà. Et Renoui, petite question sur depuis août 2022, il y a obligation de servir des produits locaux. Comment est-ce que les communes se sont organisées? Comment elles se sont adaptées? Alors, en effet, depuis août 2022, il y a la loi du pays sur l'introduction de produits locaux en restauration scolaire. Les communes, aujourd'hui, elles s'y préparent. Elles ne sont pas encore tout à fait prêtes. L'idée, là, c'est de faire en fait un état des lieux des produits réellement servis en restauration scolaire et de voir l'écart qu'il manque entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire demain. Donc, juste pour rappeler, la loi du pays, elle impose des quotas à servir en restauration scolaire pour le poisson, la viande, les fruits, les légumes et les produits vivriers. Alors, c'est 50% de fruits et légumes, 80% de poissons et 25% de produits vivriers locaux. C'est bien ça. Et pour la viande, on est entre 0 et 15%. Tout dépend de s'il existe une filière adaptée pour servir de la viande locale. Benoît, est-ce que ça a eu un impact sur le budget? Non, parce qu'on a toujours été habitué à travailler avec les producteurs locaux, en particulier pour tout ce qui est fruits et légumes. Le porc est local ici, donc non, ça n'a pas eu d'impact. On a toujours travaillé dans cette voie au sein du lycée, donc il n'y a pas eu de changement. Marc, pour toi, est-ce que la filière locale est capable de produire en quantité et en qualité pour répondre aux directives? Bon, déjà, il faut rappeler que cette loi de pays est une loi incitative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction pour les cantines scolaires qui ne répondraient pas à cet objectif. La production locale, elle est bien entendu partante, évidemment. Maintenant, il y a tout un programme en fait, de développement de produits locaux, notamment sur les productions vivrières. Donc, on va parler de la pomme de terre, la patate douce, le taro, etc., pour arriver à répondre à l'énorme quantité qui va en écouler, parce que c'est quand même 60 000 repas par jour, si je ne me trompe pas. Donc, arriver à fournir du taro pour 60 000 personnes, c'est quasiment impossible dans la journée. Donc, il va falloir arriver à s'organiser à la fois sur la commercialisation, sur l'approvisionnement et la production. Mais donc, au sein de la Chambre d'agriculture, on a créé une cellule spécifique pour aider à la commercialisation et on travaille aussi pour aider les agriculteurs à répondre à ces objectifs. Donc l'idée, ça a été mis en place à partir de août 2022 et Renoui, et on va dire le cahier des charges ou quel est l'agenda, à partir de quand vous considérez que ça peut être probant et effectif? Alors, août 2022, c'était pour les premières communes. Donc, ce que dit la loi du pays, c'est qu'en fin d'année, donc le 31 décembre de l'année en cours, chaque commune doit remettre un rapport qui va venir détailler en fait tous les quotas qui ont été servis en restauration scolaire. Donc ça, c'est vraiment pour les premières communes. Il faut savoir que la loi permet également aux communes qui n'étaient pas prêtes au 1er août 2022 de se lancer à partir du 1er août 2023. La plupart des communes ont retardé cette échéance puisque, comme je vous le disais, c'est toute une préparation à avoir. Et les communes aujourd'hui ne sont, on va être honnête, elles ne sont pas encore prêtes à pouvoir servir des produits locaux, du moins pas toutes les communes. Je laisserai Rino peut-être parler de Tevayuta où là on est un peu plus avancé.
Alors, justement, Rino, comment est-ce qu'on organise le calendrier des menus? Alors, ce qui est important, s'il y a un conseil que je peux donner aux communes, c'est de recenser ses besoins, c'est de connaître ses besoins en denrées alimentaires et bien sûr en produits locaux en fonction de leur menu qu'ils proposeront à la commune, à la population de la commune et aux enfants. Oui, c'est toute une organisation. Au jour d'aujourd'hui, sur la commune de Tevejuta, nous arrivons à fournir les repas en produits locaux grâce à une organisation avec nos fournisseurs, nos producteurs de la commune. Nous avons la chance à Tevejuta d'être une commune rurale, donc ça aide beaucoup. Vous êtes beaucoup en ce qu'on appelle en circuit court? Oui, on fait du circuit court, donc on sert par jour 1200 repas pour des élèves de maternelle et primaire. Et c'est toute une organisation qu'on met en place. L'idée, c'est de projeter ces menus sur 6 à 7 mois pour que notre fournisseur puisse mettre en place avec son réseau d'agriculteurs une planification qui pourrait répondre au mieux aux besoins de la commune sur cette durée-là. Et puis il faut être en même temps, Marc, je vais tourner vers toi, il faut être en même temps dans la période de production qui concorde avec les légumes souhaités. Exactement. En fait, donc on a élaboré un calendrier de saison de tous les fruits et légumes qu'on peut retrouver en Polynésie. Mais il y a aussi, on pourrait imaginer de produire toute l'année de la patate douce, mais l'agriculteur ne va pas planter s'il ne sait pas s'il va le vendre après. C'est normal. Il y a une réalité économique. Il y a une réalité économique. Donc, si les cantines arrivent à identifier leurs besoins, ça va faciliter évidemment l'intérêt des agriculteurs pour planter en fonction des besoins. Et ça, c'est toute cette coordination on travaille depuis à peu près 2 ans sur ça, avec différents services et établissements et aussi toutes les communes pour arriver à atteindre cet objectif. Tevejuta, c'est la commune modèle, avec Taputapuatea aussi, qui est une commune modèle, mais d'autres ont encore des pas à faire, des grands pas à faire, et on est là pour les accompagner. Il y a besoin d'accompagnement, se baser sur ceux qui ont réussi, qui ont l'expérience, et aussi se baser sur les agents qui sont là pour essayer de faire en sorte que la magie fonctionne. Moi, j'imagine que Renouy, on va dire les grosses communes, on va dire alors Papeete, Faa, ce genre de très grosses communes, ça va prendre du temps parce que c'est une grosse machine et ils n'ont pas l'accès comme vous pouvez avoir en commune rurale et ce genre de choses. Est-ce qu'elles jouent le jeu? Alors, il faut savoir qu'au SPCPF, toutes les communes ne sont pas adhérentes à la compétence restauration scolaire et FAA et Papeete ne sont pas adhérentes. Alors, j'ai réussi à choisir les deux qui ne sont pas dedans. Exactement. Alors, on va reprendre, sans en nommer spécialement, t'en as qui sont plus grosses aussi qui adhèrent. Elles vont mettre plus de temps et tout le monde est motivé pour le faire? Alors, les Tavana aujourd'hui sont motivés. Ils veulent introduire des produits locaux. Donc, que la commune soit grande, petite, éloignée ou proche de Tahiti, ils veulent tous le mettre en place, bien sûr, à des échéances. Donc, il y a la bonne volonté de partout. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça. Benoît, quel impact ça a sur, en termes de coûts, l'effectuation des matières premières? Comment est-ce que tu jongles avec ça? Alors nous, on passe par un marché public, c'est-à-dire qu'en fait, on a signé un contrat avec des sociétés d'import, pour tout ce qui est importé, bien entendu, avec des prix fixes sur 6 mois. Donc, comme ça, on n'a pas de souci. Après, au niveau des achats locaux, donc il y a une fluctuation, mais bon, ça, on arrive à gérer parce qu'il suffit d'adapter le coût du repas. Puisque donc, dans un lycée, comme c'est autonome, c'est une commission menu qui décide des repas. Donc, on prépare 5 semaines, on se réunit avec les usagers, donc les élèves. On prépare des repas, on fait des repas à thème. Et donc, on décide, on a les prix. Donc, les élèves participent aussi au choix des menus? Tout à fait, c'est une relation à un lycée, les élèves sont autonomes, on participe avec eux, ils nous disent quel menu ils veulent. Bon, alors, bien sûr, on ne mange pas steak frites tous les jours. Vous allez faire un équilibre entre le steak frites sollicité à 200% et brocoli, poisson vapeur. Voilà, on va essayer de faire entre les deux. Donc, la cantine scolaire, c'est toujours l'occasion de découvrir des nouveaux goûts. Donc, après, tu as aussi l'équipe alimentaire qui est important. Et donc, après, on choisit des menus, on fait des menus polynésiens, des menus espagnols, il y a un dialogue, on voit ce qui marche pas, ce qui marche pas, on l'enlève, parce que l'idée, c'est quand même pas gâché. Mais on tient quand même à faire découvrir aux élèves d'autres types de condiments. Quoi. Là, Benoît travaille avec ses secondaires, donc on va dire ça verbalise plus facilement. Pour les plus petits, Rino, vous faites comment vous les parents peuvent participer? Vous avez aussi une sorte de conseil et vous en parlez entre vous? Alors, on a une commission des menus au sein de la commune.
Oui, bien sûr, l'APE, l'Association des parents d'élèves des écoles de TV Utah, donne leur avis aussi. Pour cette année 2023, dans la commission, nous allons aussi introduire, pour avoir l'avis des enfants, pour D'accord. avoir un petit retour. Il y a 2 ans, nous avons mis en place une étude un petit peu un sondage sur les retours de la cantine de TV Utah chez les enfants et chez les parents. Donc, depuis là, on a pas mal évolué au niveau des produits locaux. Donc, l'idée, c'était de remettre en place un petit peu cet audit, un petit peu entre guillemets, pour encore s'améliorer et mieux s'orienter. Puis j'imagine que Dans les dans tous les restaurants avec autant de volume, il y a une réalité, c'est les assiettes pleines, les assiettes vides. Je suppose que vous devez faire un petit test comme ça et voir le nombre d'assiettes qui reviennent, qui ont été mangées, pas mangées. Ça vous donne un indicateur tout de suite sur le fait que ça plaise ou pas, non? Oui, bien sûr. À TV Utah, on a mis en place, avec la participation du SPC, le gaspillage alimentaire. Donc, nous tenons au quotidien un cadencier de production qui nous permet de peser ce qu'on fabrique, c'est-à-dire à la fin de la préparation des repas, pardon. Voilà, comme ça, vous voyez tout de suite. Et aussi, on pèse ce qu'on jette. Donc, ça nous permet d'évaluer ce qui marche pas, et les actions correctives qu'on peut amener derrière pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, Marc, je poserai la question ensuite à Benoît sur le gaspillage, mais Marc, au sein des filières locales, tu disais qu'il fallait quand même quelques garanties parce que le producteur, on ne va pas lui dire, ok, tiens, faut que tu fasses de la patate douce s'il n'a pas de garantie. Est-ce que tu sens que la filière locale s'est mise dans le bon sens et s'est dit, allez, on va tous mettre de la bonne volonté pour produire? Les agriculteurs et les pêcheurs, ils produisent aussi pour nourrir leurs enfants et leur population, avant tout. C'est pas pour viser l'export principalement. Nous, on s'est rendu compte de la difficulté. On parlait des marchés publics pour que les agriculteurs répondent à ces marchés-là. C'est très complexe. L'agriculteur, c'est pas son travail de mettre en place un dossier administratif pour pour vendre des patates douces. Donc, on s'est rapproché, on a signé une convention là, au dernier salon de l'agriculture à Paris. Il y a une petite communication qui a été faite là-dessus pour faire un partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Réunion, où ils ont mis en place des outils de chambres agricoles pour accompagner les agriculteurs à répondre à des lots des marchés. Donc ils ont déjà une démarche depuis quelques années par rapport à nous. Voilà, très simplifiée et très adaptée au contexte d'agriculteurs des Outre-mer. Donc on travaille avec eux en partenariat pour mettre ça en place. Et c'est vraiment un outil d'accompagnement du professionnel pour répondre au marché dans le cas où il n'y aurait pas un organisme dédié, comme ce qui se passe à TV Utah, qui fait le lien entre les agriculteurs et les cantines scolaires. Après, effectivement, faut-il connaître les besoins de la cantine pour pouvoir y répondre. Et ça reste l'enjeu. Mais aujourd'hui, le travail est fait dans ce sens-là. Et il faut arriver à coordonner l'offre et la demande pour arriver à répondre aux besoins. Et puis, ça permet aussi aux jeunes gens de comprendre qu'il y a des saisons et qu'il y a des moments pour produire des produits, d'autres pas, et de remettre les choses dans le bon ordre, parce que c'est un peu comme en Europe, on trouve de tout n'importe comment, et on en oublie qu'il y a des saisons et qu'il y a un rythme à suivre. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la production, on a la chance d'avoir une production agricole et de pêche locale exceptionnelle, avec une qualité qui est prouvée exceptionnelle. Je veux dire, entre la patate douce et la pomme de terre, au niveau nutritif, il n'y a pas photo. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Entre le taro et le riz, il n'y a pas photo. C'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé même gustativement qu'il y a un vrai apport de goût, etc. On peut substituer beaucoup de produits comme les pâtes et le riz par des produits locaux avec la banane, etc., le potiron. Les enfants, ça marche bien. Donc, je pense que la réalité économique, elle est là, la réalité culturelle, elle est là, la réalité gustative, elle est là. Donc on est dans un alignement des planètes pour réussir cet objectif et c'est pour ça qu'on travaille tous dessus en fait. Il y a une belle énergie. Benoît et Rino, je vais vous poser la question, alors je vais commencer par Benoît. Comment est-ce que vous faites vos commandes et quelle est la part de produits frais, de produits surgelés et de boîtes? Parce que ça peut faire peur à plein de gens, mais il y a une réalité aussi, c'est que de temps en temps, on doit avoir du stock pour pouvoir travailler et ainsi de suite, pour pouvoir avancer. Donc, est-ce que vous travaillez beaucoup avec du frais et beaucoup avec du surgelé? Surgelé entrant aussi en termes de coût. Oui, alors on travaille avec du surgelé pour des raisons de coût et des raisons de production, parce qu'on n'a pas forcément, au niveau des produits locaux, la capacité à commander. Voilà. Ils ne peuvent pas forcément fournir ce dont on a besoin. Donc c'est toujours un équilibre à avoir. Nous, comme on dit, on prépare de menus en commission menu, on discute avec les adolescents, et on voit ce qui convient pas, comment on peut le mettre en place, qu'on peut mettre en place.
Donc c'était un dialogue constant, quoi. Donc aux parents, on est dans le terrain, donc on fait par rapport à la réalité du terrain. Mais on favorise toujours des produits frais, quoi. On va pas dire prendre du surgelé, pas du frais, parce que non. On favorise toujours le produit frais qui n'est pas forcément plus cher, hein, faut pas croire. Non, mais c'était plus une question d'appro, on va dire. Voilà, c'est une question d'approvisionnement. Est-ce que l'agriculteur a la possibilité de livrer? Oui, non, voilà, c'est. Mais ça se fait une semaine avant, hein. Toi, de ton côté, Rino, tu disais que tu es sur une commune plus rurale, donc peut-être plus de facilité à trouver des produits locaux frais. Oui, plus de facilité. L'idée, c'est de développer ce réseau. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, si toutes les communes pouvaient avoir cette démarche d'évaluer leurs besoins, les structures du pays et tout le reste pourront être aussi à la hauteur de ces besoins, ni trop petits, ni trop grands non plus. Donc, s'il y a une démarche à faire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de problèmes d'approvisionnement, que les structures doivent être en place, qu'elles ne sont pas aujourd'hui, malgré qu'une loi du pays est sortie. J'inviterai un petit peu mes collègues de chaque commune à prendre le chemin à l'envers, c'est d'estimer ses besoins et je pense qu'ensuite on saura mieux répondre à la demande. En clair, arrêtez de dire ah ben non, on n'a pas le volume. Oui, mais si on nous donne pas les volumes en amont, on va pas pouvoir produire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Le producteur, il va pas produire pour rien. Donc il faut qu'il y a bien un moment, il faut que quelqu'un se mette à se bouger, quoi. Et il y a une réalité, c'est qu'on peut donner les volumes. Il faut donner les volumes, il faut estimer combien on a besoin de tarots pour une période scolaire. Travaillons d'abord par période scolaire et plus on sera rodé dans l'exercice, on pourra se planifier sur une année. C'est ce qui se passe en ce moment sur TV Utah où on arrive à estimer nos besoins sur l'année et ainsi de suite en fonction. Et donc le producteur, lui, pourra aussi planifier et pourra se mettre au diapason. C'est ce qui marche à TV Utah. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est ça bien, tu pourrait donnes un marcher exemple. ailleurs. Mais je vois la voilà, réaction de Marc, c'est que ça marche bien et c'est ce qu'il faut faire. Alors, on a aussi d'autres success stories ou des essais qu'on est en train de mettre en place. Je parle de Touboué avec la carotte, où on a mis en place de la carotte surgelée transformée qu'on a transmis à énormément de cantines. Je crois que vous avez été un des premiers à en recevoir des paquets. Donc l'idée aussi du surgelé, c'est aussi le côté pratique pour les cuisiniers. Ça va vite, c'est déjà épluché, c'est déjà coupé en morceaux, il n'y a plus qu'à mettre dans l'eau, etc. Et c'est vrai que notre président de la Chambre d'agriculture, M. Thomas Moutam, qui est également le vice-président du SPCPF, donc syndicat des communes, avait ce projet-là de doubler la production de carottes. Et on s'est dit, mais le problème, c'est que si on fait trop de carottes, on n'arrivera pas à les écouler sur le marché local. Donc l'idée, c'était de dire, mais il faut fournir les cantines scolaires qui importent des carottes surgelées. Et donc on a fait des essais, on a transmis des carottes surgelées aux cantines pour qu'ils les testent auprès des enfants, qu'ils les testent aussi au niveau des cuisiniers et ce qu'ils en pensent. Donc je ne sais pas si tu peux aborder le sujet, si c'est bien passé, mais nous on était très satisfaits de l'opération et on trouve que c'est positif. Ça a été pris en charge par la Chambre et par les agriculteurs qui ont pris en charge cette opération-là de manière gratuite pour tester le produit et voir si ça vaut le coup. Et donc l'année prochaine, on aura peut-être des carottes cake pour les cantines, donc des gâteaux avec de la carotte, quoi. C'est bien de m'avoir traduit carotte cake, Marc. C'est gentil. Et Renoui, dans cet esprit-là, est-ce que vous mettez en place des semaines du goût, éveil du goût au sein des cantines, donc pour ce qui est des communes, et Benoît pour ce qui est du second degré? Alors non, on ne le met pas encore en place. Nous, on participe à la semaine du goût avec Manihi-le-Phoque qui met en place le village de l'alimentation et de l'innovation. Par contre, voilà, on est partenaire avec Manihi, toujours prêt pour être dans ce type d'opération, mais concrètement, on ne l'a pas encore mis en place dans les communes. Ça va venir, c'est prévu? Alors, c'est prévu... Je t'embête avec mes questions. Non, c'est prévu puisque cette année, on a une nouvelle gouvernance au sein de mon département, dans de la restauration municipale. Et notre feuille de route prévoit justement tout un programme sur l'éducation au goût. Donc, ce sont des actions qu'on souhaiterait vraiment développer au sein des communes. Est-ce qu'on va réussir, Benoît, alors pas à gommer le steak frites parce que ça c'est compliqué, mais est-ce que l'accueil est bien fait au sein? Est-ce que l'accueil des élèves est positif? Est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'on veuille rééquilibrer leur repas et que c'est pour leur bien-être? Oui, mais comme ils participent aux commissions menus, ils en sont pleinement conscients. Donc ça c'est, vous savez, ils proposent des menus. Et nous, on met en place selon les thématiques. Par exemple, là, nous, on fait la journée polynésienne. Donc, on prépare un menu polynésien typique qu'on cuit dans un four polynésien. Parce qu'on a un four polynésien au lycée. Donc voilà, donc ça génère énormément d'enthousiasme. Tout le monde participe. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que les usagers participent. Ça, c'est vraiment important. Et nous, au lycée, tout au long de l'année, on fait participer les usagers, les élèves, à la confection des menus. Et donc, ça a des effets bénéfiques. Et pour les plus petits?
Alors, sur la commune de TV-Utah, on avait mis en place les ateliers au goût, les cooking classes. Alors, c'est une fois par semaine. Et l'idée, c'était de prendre des enfants du CM1 et du CM2 et leur faire travailler des recettes. Et le but, c'est d'intégrer ces recettes dans leur menu de la cantine. On a pu mettre aussi en place les menus découvertes. Alors, les menus découvertes, c'est quand par exemple, il y a eu la saison d'avocats, et ben voilà, on va proposer, en plus du repas, en petite quantité, on passe dans les rangs et on leur fait découvrir des produits locaux. Bon, souvent, ils sont intéressés, ils en consomment. Donc là, ça nous permet de voir que finalement, on peut investir dans de l'avocat. C'est ce qu'on a fait. Au bout de 3 semaines, on voyait que ça marchait bien. Ben, en salade, c'est pas passé du tout. Donc voilà, ça, c'est les enfants. Il faut essayer, Ouais, il faut aller à Tu mets le tâtons, curseur, tu c'est vois ce que ça fonctionne et ainsi de Voilà, suite. et on avance comme ça. Et je voudrais remercier aussi le personnel éducatif qui conditionne les enfants avant chaque plage méridienne sur le menu qu'ils vont manger. Donc, c'est plusieurs leviers à mettre en place en même temps. Et c'est un travail d'équipe surtout. Ouais. C'est obligé. Est-ce que vous proposez des menus spéciaux ou alternatifs alors quand il y a des problèmes d'allergie ou alors quand certains élèves, pour des raisons religieuses, ne mangent pas tel ou tel produit? Est-ce qu'il existe une alternative au sein de vos cantines? Alors votre cantine. au niveau des allergies, oui, c'est une obligation légale de le faire d'ailleurs. Donc on a ce qu'on appelle un PAI, donc c'est Voilà. un plan. Et donc on met ça en place, il n'y a pas Les de parents souci. vous préviennent en amont et vous savez que tout au long de Voilà, l'année... on fait ça avec le médecin scolaire. Donc ça c'est mis en place automatiquement. Alors après, moi ici, j'ai pas eu de cas de demande, hein. Je suppose, oui, qu'on... Vous êtes à même de répondre à une alternative s'il y a une demande Oui, particulière. alors après, ça se voit en interne, hein, mais oui. L'idée, c'est que les élèves puissent manger à la cantine, hein. On n'est pas là pour rejeter, hein. Chez les plus petits, alors faut bien... Parce que là, pareil, les plus grands peuvent verbaliser, les plus petits, non. Donc en amont, les parents viennent vous voir en disant attention, il y a allergie de ça, de ça, de ça. Oui, on a une liste à chaque début d'année, une liste d'élèves par école qui est allergique à certains produits. Bien sûr qu'on propose un menu d'alternative. L'idée, c'est de ne pas lui proposer un menu facile, un cordon bleu qu'on a sous le coude. Non, si on propose aujourd'hui un menu local avec beaucoup de produits locaux, on va vraiment remettre un autre produit local rien que pour cet élève, et bien sûr sans les allergènes. C'est pas banalisé, il a le droit au même, à la même attention. On Ça, en c'est bien. a 12 sur la commune. Ça vaut le coup, même pour 12 élèves. Et Louis, est-ce qu'il existe des aides pour les familles? Parce que la cantine, même si je sais que vous travaillez pour que ça soit très raisonnable et accessible à tous, parfois des familles ont des vraies difficultés pour payer la cantine. Est-ce qu'il y a des aides mises en place? Effectivement, il existe les aides de la CPS principalement. Sur Tahiti et Moorea, on est à 85 francs le repas. Et pour les îles éloignées, on est à 95 francs le repas. Il faut savoir que cette aide, elle peut monter jusqu'à 500 francs. Et c'est pourquoi les tarifs en restauration scolaire, je parle pour le premier degré bien évidemment, tournent autour des 500 francs le repas, justement pour que ce soit compensé par cette aide de la CPS. Ça, c'est une bonne chose. Donc si les parents ont besoin d'un petit coup de main, ils se tournent vers la CPS. Alors, ces aides sont octroyées aux familles. Ce sont les écoles qui le perçoivent, c'est les communes qui le perçoivent, mais ce sont bien des aides familiales. Il faut savoir que donc les parents, la plupart des parents qui bénéficient de ces aides en fonction du revenu, du quotient familial, etc., ne paieront pas le repas. Marc, est-ce que les communes font des demandes particulières en disant est-ce que vous pouvez essayer de planter ça, parce que nos élèves nous en demandent? Est-ce que c'est envisageable? Alors oui, c'est envisageable, hein, donc on a des demandes particulières de distributeurs, de magasins, pas encore trop les cantines scolaires. Après, les demandes en ce moment, beaucoup, donc, pour rejoindre par rapport aux familles, c'est de l'autoproduction de légumes pour habituer aussi, hein, les enfants et les familles, même au foyer, à manger des potas, des salades locales, etc. Donc on a un gros programme qu'on met en partenariat avec la DSFE et les communes et le ministère de l'Agriculture, bien sûr. C'est un programme de kit potager solidaire. Donc on est en train de mettre dans les familles un peu en difficulté des petits kits de 25 mètres carrés pour produire eux-mêmes leurs légumes. Parce qu'on se dit que si à la maison ils mangent local, à la cantine ils ne seront pas surpris de manger local. Donc il y a aussi un travail au niveau En amont, solidaire et au niveau des familles. Parce que s'ils mangent bien à la cantine, mais après ils vont à la maison manger steak frites,
c'est pas très logique, ou même manger des boîtes de Puno Poitero, des choses comme ça. Il faut qu'ils arrivent à diversifier leur Faut trouver un alimentation. juste milieu, ouais. Exactement. Mais alors justement, messieurs, plat préféré des jeunes gens, quel est le top? C'est-à-dire que celui que vous faites et qui reçoit un 100% de satisfecit au second degré, Benoît? Ouais. Ah, hamburger frites, je crois. Ouais, que le celui-là, hamburger frites celui-là, a toujours spécial le lead. Noël, celui-là, il marche à chaque fois. Hein. Et toi, Lino? Les lentilles. Ah, c'est les lentilles qui C'est les font... lentilles qui Ah, au c'est top intéressant, numéro c'est un. rigolo parce qu'entre les deux, je m'attendais pas à ça, tu vois. C'est les lentilles. Et alors le pire, celui où c'est un carnage à chaque fois et ils n'en veulent pas. Dans le premier degré et à TV Utah, malheureusement, c'est le un Tahiti. Pour les enfants, pour les tout petits, c'est compliqué. Éducation du goût, t'en parlais à C'est l'instant, il va falloir revenir dessus. Et chez les plus grands, Ouais, le duo brocoli-épinard, il passe pas. ah, ça c'est toujours la même chose. Ouais, Hein. ça c'est invariable. Hein. Bon, ben, on voit que vous travaillez dans le bon sens. Bon, la cantine de notre enfance a su évoluer avec le temps. Elle s'est adaptée à une meilleure hygiène de vie en proposant une alimentation saine et éco-responsable. Et nos invités du jour nous ont montré que c'était le cas. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.